pendant 3 ans consécutifs, la personne pourra faire sa demande. Voilà. Une fois que la personne obtient le passeport, il n'y a plus de restriction au niveau de la résidence permanente. Une personne qui a un passeport canadien peut revenir vivre au Sénégal pendant 5 ans, personne ne va lui poser de questions. D'accord? Là, il n'y a plus cette notion-là. Quand on est canadien, on l'est à vie. Le gouvernement conservateur, là encore, est en train de changer un peu les règles pour les enfants. Ils ne veulent pas qu'après 2 générations, le passeport canadien se transmette. Le passeport canadien pourra être donné à l'enfant de la première génération, mais pas à l'enfant de ses enfants. Donc, c'est aussi une restriction. Ils sont en train de changer les choses. Ce n'est pas forcément dans le mauvais sens, parce qu'il y a eu des événements qui ont un peu précipité tout ça. C'était il y a quelques années, quand Israël a fait une guerre au Liban. Ils ont bombardé le Liban à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et à ce moment-là, il y a énormément de Libanais qui ont invoqué leur passeport canadien pour se faire rapatrier au Canada aux frais du gouvernement canadien. Et ça allait coûter au gouvernement dans les 150 millions de dollars de faire mobiliser des avions, etc., les situations d'urgence. Et là, le Canada s'est rendu compte que dans bien des cas, ces personnes-là avaient pris les passeports sans résider le minimum nécessaire. Et donc, c'était un peu des nationalités de complaisance. Et des fois, il y en a que c'était des parents qui étaient au Canada, qui ont été au Canada à un moment donné, et que les enfants se retrouvent avec des passeports alors qu'ils ne connaissent rien du Canada et tout. Donc ça, c'était l'élément déclencheur qui a fait en sorte que les lois se sont resserrées. Mais dans le fond, c'est pas mauvais, parce que les personnes qui sont de bonne foi se retrouvent dans un pays qui va pouvoir mieux les traiter que s'il y a des dépenses comme ça qui sont faites. Il y avait aussi beaucoup de gens qui retournaient au Canada seulement quand ils étaient gravement malades, par exemple. Donc, c'est l'événement qui a fait un peu qui a un peu influé sur la politique au niveau des événements. Alors, les perspectives d'intégration économique au Canada, c'est le point numéro 10. Pas d'autres questions pour la nationalité et la résidence permanente, parce que je sais que souvent c'est un point qui est important pour les gens. Ça va? Perspective d'intégration, comme je disais en introduction, le Canada n'est pas en récession. Le Canada continue à avoir une économie qui se développe et qui croît. C'est un pays qui est peu endetté. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un pays qui s'est bâti avec les immigrants. Comme souvent, vous le verrez peut-être dans la documentation, je pense que c'est inscrit. À Toronto, 62% des gens qui sont à Toronto ne sont pas d'origine canadienne. Donc, c'est un pays qui s'est bâti avec un peu tout le monde. L'intégration économique, donc, pour les gens qui viennent de l'extérieur, est plus facile que dans d'autres pays. C'est un peu comme les États-Unis. Les immigrants trouvent en général du travail assez rapidement, parce qu'il n'y a pas cette notion de Canadien de souche, ou c'est pas, la comparaison avec l'Europe ne se fait pas. Vous voyez, tout le monde vient de quelque part. Tandis que si on prend le parallèle avec la France, c'est un peu plus délicat. Vous avez des gens qui sont français de souche et les autres qui ne sont pas, qui sont arrivés après. Il y a toujours même après des générations, il y a toujours des écarts qui existent. Donc au Canada, en général, c'est plus basé sur le mérite de l'individu. Maintenant, une économie et une société qui est basée sur le mérite de l'individu, ça a aussi des revers. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui arrive et qui dit « moi j'ai un doctorat, je veux travailler à tel niveau », le diplôme n'est pas reconnu de la même façon. C'est des sociétés qui se basent sur le mérite. Donc souvent, ils vont vous dire « bon, votre diplôme c'est bien, mais on aimerait bien voir aussi qu'est-ce que vous faites sur le terrain », donc ils vont vous faire commencer à un niveau qui n'est peut-être pas celui que vous attendez, ça c'est sûr et certain. Donc là aussi, par exemple, tout à l'heure on parlait de l'entrevue de sélection, c'est bon de savoir ces choses-là. Quelqu'un qui est chef de service au Sénégal ne va pas se retrouver chef de service dès son arrivée au niveau du Canada, ça c'est sûr et certain. Donc il y a une échelle à remonter au niveau professionnel. En général, les gens en sortent gagnants, mais ça implique quand même qu'il y a des efforts à faire. C'est pas facile. Là, il faut aussi avoir... Ce qu'on dit souvent, c'est que les gens qui font de l'immigration, qui rentrent dans un processus, c'est un peu comme les pionniers au siècle dernier qui arrivaient au Canada ou aux États-Unis pour développer, pour refaire leur vie. C'était pas facile pour eux non plus, c'est pas facile, c'est peut-être quand même un peu plus facile pour les gens qui arrivent aujourd'hui parce que toutes les infrastructures sont là, mais quand même les efforts personnels, l'investissement personnel en termes de temps et tout ça, d'efforts, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Il faut avoir un tempérament pour ça. D'accord ? À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur les perspectives? Donc c'est un pays où il y a la démographie qui favorise l'arrivée des nouveaux arrivants, finalement, comme je disais tout à l'heure. La population vieillit. Le Québec, si on prend le Québec de façon isolée, après le Japon, c'est l'endroit dans le monde où la population est la plus vieille.
donc en moyenne. Donc c'est quelque chose à considérer. Dernièrement, il y avait sur France 2, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ça, il y avait dans les éditions du soir, ils ont ce qu'ils appellent un grand format. Et ils parlaient des Français qui vont s'installer au Québec. Et ils parlaient qu'il y avait, ils ont mentionné qu'il y avait 1 million d'emplois à remplacer d'ici 2020 au niveau du Québec. Donc pour ceux qui arrivent, c'est bien. Mais il y a des efforts à faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les nouveaux arrivants ne sont pas exclus de tout ce qui est embauche étatique et paragouvernementale. Les résidents permanents, pour ça, ont les mêmes droits. C'est pas, on va pas dire c'est pas 100%, parce qu'il y a des domaines de la sécurité, vous savez comment ça marche, là où il faut être canadien, mais sinon, pour travailler dans la fonction publique, dans au moins 90% des postes possibles, le fait d'être résident permanent vous offre ces possibilités-là. Les candidatures peuvent être déposées au même titre qu'un Canadien. D'accord? Souvent, c'est des embauches qui prennent un peu plus de temps, mais quand quelqu'un obtient un emploi, par exemple, au gouvernement fédéral du Canada, au gouvernement du Québec ou à la ville de Montréal, etc., c'est des bons emplois. Les fonctionnaires de tous les paliers gouvernementaux sont très bien payés au Canada. C'est des bonnes conditions de travail. Et souvent, au niveau du gouvernement fédéral, les francophones ont beaucoup de chances de trouver du travail, notamment à Ottawa et dans les autres villes du Canada. Parce que souvent, les francophones sont rares. L'avantage que vous avez, vous, en Afrique, c'est de bien parler le français. L'Afrique francophone parle un bon français. Vous allez vous rendre compte, quand vous arrivez au Québec, ou dans d'autres régions où le français se parle, que ce n'est pas si évident que ça. Trouver des gens qui écrivent bien le français au Canada, les Canadiens, on va dire, d'origine, c'est très rare de pouvoir avoir quelqu'un qui va vous faire une belle lettre. Moi, je le sais en tant qu'employeur, c'est pas facile du tout. Donc ça, c'est des réalités et c'est votre avantage. Vous devez le faire valoir. Quand vous avez des entrevues, quand vous avez des examens, prenez bien soin de travailler votre français pour montrer que vous avez cette possibilité-là. Parce que je peux vous dire, on a énormément de clients qui travaillent au gouvernement du Canada, vraiment énormément. Et la plupart ont été pris uniquement parce qu'ils parlaient français, indépendamment de leur diplôme. Parce qu'ils savent que le service doit être donné en français, qu'il faut des gens pour corriger les fonctionnaires anglophones qui font des lettres, etc. Et donc, le français, c'est vraiment un atout. Ça, c'est un point que vous ne devez pas négliger. Ensuite, vous devez savoir aussi que les grandes entreprises ne passent pas forcément les annonces dans les journaux. Souvent, elles ont des services de ressources humaines où les examens se font à intervalles réguliers pour les embauches et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envoyer votre CV parce que l'embauche, les examens et tout ça vont suivre. C'est rare que vous allez voir une banque qui va mettre une annonce dans le journal pour rechercher des profils. Ils savent que les gens envoient automatiquement et ils sélectionnent avec ce qu'ils reçoivent. D'accord? Donc par rapport à votre domaine d'activité, ciblez les grandes sociétés qui n'ont pas forcément de publicité pour combler les postes, mais qui sont toujours à la recherche de nouvelles personnes. D'accord? À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire pour l'intégration? C'est un pays quand même où l'intégration se fait bien. La première année est difficile, il ne faut pas penser à autre chose. La première année est difficile. Les personnes qui réussissent en général, c'est celles qui s'accrochent et arrivent à avoir le dynamisme pour ça. Il faut fuir les personnes qui sont négatives. Souvent, il y a des personnes qui vont vous dire, au Canada, souvent c'est même dans les communautés mêmes, on va vous dire, non, c'est pas la peine d'essayer de faire ça, t'as qu'à prendre le minimum que le gouvernement te verse et puis faire un petit travail à côté, en dessous de la table. Ça, il faut fuir ces gens-là. Le Canada offre vraiment des opportunités. Il ne faut pas rentrer dans ces petits cercles qui nous donnent, peut-être que ça donne un petit confort, mais ça ne donne pas d'objectif de vie, ni d'objectif de réussite par rapport à ce que le pays peut vous offrir. D'accord? Donc il faut vraiment rester positif. Il ne faut pas hésiter. Au Canada, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, étudier à tout âge. Ça ne veut pas dire aussi faire des études à temps plein. La plupart des universités ou des écoles donnent des cours du soir. Il y a énormément de candidats qui travaillent dans la journée et qui vont à l'université 2-3 soirs par semaine pour obtenir des certificats canadiens. Et souvent, avec un certificat comme ça, vous allez trouver du travail beaucoup plus facilement ou monter dans la société où vous travaillez déjà. D'accord? Et souvent, vous allez voir dans ces cours-là, ce n'est pas les Canadiens qui sont à l'université le soir, la plupart du temps, c'est des immigrants qui veulent se perfectionner, qui veulent arriver à obtenir des diplômes plus élevés. Moi, j'ai un ami qui était venu du Maroc, il était venu par l'intermédiaire de sa femme, il n'avait pas de diplôme. Il a fait 3 certificats de soir. Il est allé sur le temps,
Et maintenant, il est directeur des achats et de la planification dans une compagnie pharmaceutique avec un salaire de plus de 90 000 $ par an. Mais il s'est donné la peine de faire le travail qu'il fallait. Donc c'est ça la réalité, c'est que de toute façon dans le monde d'aujourd'hui, je crois que rien ne s'obtient facilement, il faut des efforts, il faut être conscient qu'il faut les faire. Et si vous avez un diplôme dans un domaine X, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire comme certificat pour avoir une spécialité dans ce diplôme, en ayant pris soin de regarder les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent comme domaine plus pointu que le diplôme des fois qui est plus général. D'accord? Donc, par exemple, dans le marketing, vous voyez maintenant qu'il y a le marketing Internet qui s'est développé, etc. Il y a toujours moyen d'avoir des spécialités supplémentaires reliées à des manques dans le monde économique. Ça, c'est important. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les études sont possibles. Elles sont possibles en parallèle du travail aussi. Maintenant, quelqu'un qui arrive, par exemple, au Québec et qui dit « moi, je vais, je ne sais pas, j'étais par exemple dans l'assurance, mettons, au Sénégal, je voudrais faire un diplôme d'infirmier ou d'infirmière parce qu'actuellement, ça paye très bien d'être infirmière parce qu'il y a une pénurie à travers le monde pour les infirmiers et les infirmières. Si la personne veut faire un autre domaine complètement différent, elle peut le faire. Elle peut le faire à temps plein. Donc le gouvernement va l'aider avec ce qu'on appelle des prêts et bourses. Et selon si c'est un célibataire ou une famille, les sommes vont différer. Mais une fois que la personne s'inscrit, l'État va l'aider pour que la personne puisse faire son diplôme. Parce que les gouvernements savent que quelqu'un qui a un diplôme en main, après, il ne sera pas une charge pour la société. Habituellement, cette personne devient autonome. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Ce sont des prêts et bourses, ce n'est pas pour vivre dans le luxe. Et comme je disais dans un cocktail que nous avions avec le client il y a 2-3 jours, les personnes qui font les prêts et bourses, qui obtiennent les prêts et bourses, doivent savoir que habituellement, les étudiants universitaires au Canada ont toujours des emplois à côté, que ce soit des emplois d'été ou des emplois de week-end. Donc le gouvernement, quand il fait son calcul pour savoir combien cette famille a besoin pour vivre, ils vont calculer une contribution que la personne doit obtenir par son propre travail à un salaire minimum. D'accord? Souvent, les étudiants n'ont pas des emplois de haute qualité, mais ils apportent un peu d'argent dans leur quotidien pour compléter l'aide de l'État. Une fois que la personne obtient son diplôme, c'est après 12 mois qu'elle commence à le rembourser au niveau du prêt et bourse, parce qu'on parle de prêt et bourse. La bourse, c'est un don, le prêt est à rembourser. Les intérêts aussi commencent 12 mois après la fin du diplôme. D'accord? Aux États-Unis, vous avez des coûts d'inscription élevés et tout ça, donc ça entraîne des prêts très importants. Au Québec, au Canada, c'est plus réduit. D'ailleurs, dans le petit sujet qu'ils ont traité dans les actualités de France 2, ils disaient qu'un diplôme coûtait 40 fois moins au Canada qu'aux États-Unis dans une université renommée, alors que les universités canadiennes ne sont pas de mauvais niveau du tout. Donc, habituellement, c'est possible de payer les frais de scolarité, de vivre avec le prêt et bourse, mais il faut savoir qu'il faut travailler à côté. D'accord? Après, ce que je peux vous dire aussi pour finir, c'est que quand quelqu'un arrive, il est pris en main par les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux. Dès l'aéroport, vous avez quelqu'un qui vous fixe un rendez-vous pour commencer à vous suivre. Et donc là, il y a des organisations qui sont là pour aider les immigrants. C'est l'État qui les rémunère. Donc ces organismes sont là pour vous faire un suivi au niveau professionnel, mais aussi vous donner des conseils généraux sur votre installation et tout ça. Mais au niveau professionnel, c'est vraiment un conseiller qui va vous suivre et qui va vous apprendre à faire le CV au niveau des normes québécoises ou canadiennes, etc. Il va voir si vous avez besoin de perfectionner vos langues. Pour les étrangers qui arrivent comme résidents permanents, les cours de français ou d'anglais sont souvent gratuits. Et donc, à partir de là, les personnes trouvent du travail dans les 3 premiers mois. Une personne qui ne trouve pas dans les 3 premiers mois, le conseiller, normalement, va s'asseoir avec cette personne et va lui dire « Voilà, ça fait 3 mois que tu es là, combien tu as envoyé de CV, combien tu as eu d'entrevues, est-ce que tu as eu des retours après les entrevues ou pas, etc. » Si la personne n'a pas envoyé assez de CV, il va lui dire. Si la personne a eu des entrevues, mais que les entrevues n'ont pas donné lieu à une embauche, il va essayer de comprendre pourquoi. Et des fois aussi, le conseiller va dire à l'individu, votre domaine de travail n'est peut-être pas ce qu'il vous faut pour vraiment réussir au niveau professionnel au Canada. Et donc, il va lui suggérer de faire des domaines qui sont en demande en refaisant des études. C'est quelque chose aussi qui peut être considéré. Sinon, le gouvernement, après 3 mois de résidence sur place, va vous aider avec un revenu minimum
Ce revenu minimum n'est pas très élevé, mais il permet à la personne quand même de combler son quotidien, mais ce n'est pas très élevé. Il ne faut pas croire que ça permet on va dire, de vivoter, d'accord, un petit appartement avec la nourriture de base, etc. Mais ça ne permet pas d'avoir une voiture ou d'avoir des extras comme ça plus importants. Mais il y a un minimum plancher que toute personne qui vit au Québec, au Canada, doit avoir. Donc ça fait partie du système social canadien. Donc dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est que c'est pas forcément facile d'immigrer, mais quand vous arrivez sur le territoire, si vous avez la volonté, vous allez réussir comme les milliers d'autres clients que nous avons. C'est très rare qu'on entende des personnes qui retournent, c'est très très rare. Ça arrive, mais c'est vraiment une exception. En général, on voit les réussites dans les gens qui ont mis des efforts, et ces réussites, au Canada, normalement, une famille moyenne, un couple qui travaille, va avoir sa propre maison, va avoir 2 voitures et va pouvoir aller en vacances régulièrement. C'est ça le statut moyen du couple canadien qui travaille. Le revenu pour un couple est d'à peu près en moyenne de 48 000 $ par année. Et au Canada, vous n'avez pas des prix de l'immobilier comme vous avez en France ou dans d'autres pays où c'est très élevé. Ce n'est pas le cas, ça reste quand même un niveau abordable pour les familles moyennes. C'est un peu un pays de classe moyenne. C'est un pays pour des gens qui ont des emplois dans la moyenne là aussi, et qui vont, malgré ça, avoir un niveau de vie qu'on ne peut pas retrouver pour un profil similaire à Paris, par exemple. D'accord ? Voilà. C'est un pays aussi avec un cadre social. Vous avez donc la santé qui est prise en charge, et vous avez aussi les études de vos enfants qui seront prises en charge éventuellement. Donc, pour les parents, souvent, c'est une source de soucis en moins, parce que la base est là. Au niveau, maintenant, le reste, ça dépend de vous. L'État prend en charge certaines choses, et le reste, c'est le fruit de vos efforts personnels. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça que je voulais vous dire. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que dès la base, dès les premiers contacts, nous vous faisons remplir un questionnaire. Ce questionnaire donne lieu à un rapport, comme vous avez vu, qui est complet. Si nous, on vous dit que c'est positif, vous pouvez nous faire confiance. D'ailleurs, il y a une garantie de remboursement si jamais on ne vous mène pas au résultat qui est souhaité. Et puis, donc, notre expérience fait en sorte que vous êtes sûr d'être traité par des personnes compétentes. Et comme vous le savez probablement, une société ne peut pas, par exemple à Dakar, être là depuis 11 ans si elle n'a pas fait ses preuves année après année, parce que c'est un domaine qui est très délicat, comme vous le savez. Il est à noter aussi que nous sommes accrédités par le gouvernement du Canada à travers